Dans l'est de la République démocratique du Congo, des combats ont été enregistrés lundi entre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et le groupe armé Wazalendo qui appuie les forces congolaises. Ces affrontements violents ont eu lieu autour de l'agglomération de Moueto dans le territoire du Mont Sissi et ont provoqué un nouveau déplacement de la population. Il s'agit de la deuxième journée consécutive de combats entre les terroristes du M23 et les Wazalendo. Ces violents affrontements ont été signalés autour de la grande agglomération de Moueto, selon des sources sécuritaires. Deux tirs d'armes légères d'une grande intensité ont provoqué un déplacement des habitants vers les localités de Kahanga et Bouzihe, selon une source sécuritaire. Le bilan de ces combats n'est pas encore connu. Les deux parties s'accusent mutuellement. Selon les habitants, les Wazalendo ont réussi à repousser les combattants du M23 du centre de Moueto, mais ce dernier a pris le contrôle des positions sur les hauteurs de la ville, au niveau de Munanga, Buhize et Kibirwa et Mumba. Depuis l'annonce du cessez-le-feu par Luanda le 4 août, des combats sont signalés entre les deux parties. Pour l'instant, l'armée congolaise n'a pas encore communiqué officiellement. Les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, conjointement avec les forces du peuple ougandais, UPDF, ont mené des patrouilles de combat dimanche 8 septembre 2024 près de la rivière Assefou, dans les territoires de Beni, au nord Kivu. Lors des échanges de tirs, la coalition FARDC UPDF a réussi à libérer 10 personnes, parmi lesquelles 5 femmes et 5 enfants, précise le lieutenant-colonel Mike Azukai, porte-parole de l'armée régulière congolaise. Dans le cadre des opérations, Souja ajoute que 2 autres femmes ont été blessées avant d'être acheminées à l'hôpital militaire de Mouhito pour les soins appropriés. Les forces de la coalition FARDC-UPDF annoncent avoir sauvé des femmes et des enfants détenus par les rebelles ADF ce lundi. Il s'agit de 10 personnes, à savoir 5 femmes et 5 enfants. La libération de ces otages est intervenue après une violente confrontation entre les forces de la coalition FARDC-UPDF et les rebelles ADF, le long de la rivière Assefou en territoire de Beni. Au cours des échanges de tirs, 2 femmes, des otages, ont été blessées et évacuées par la voie aérienne vers l'hôpital militaire de Mouti pour recevoir des soins médicaux spécialisés et appropriés. Par respect au droit international humanitaire, les enfants, otages qui souffrent de malnutrition, reçoivent également des soins de l'équipe médicale de UPDF, indique le lieutenant-colonel Makazukai, chargé des communications et sensibilisation des opérations Sokola 1 Grand Nord. Parmi les personnes secourues se trouve Atukwase Katusha Bejamila, âgé de 32 ans, qui a été attiré dans les activités rebelles en 2008 depuis la division de Nabwero dans le district de Wakiso. Jamila a été forcée d'épouser plusieurs commandants de l'ADF et a été réunie avec sa fille de 6 ans, Raïma, lors de la mission de sauvetage. Les forces conjointes FARDC-UPDF continuent de poursuivre les terroristes de l'ADF dispersés qui ont prêté allégeance à la province de l'État islamique en Afrique centrale ISCAP, affilié à l'État islamique, ajoute le lieutenant-colonel Makazuka de FARDC et major Bilal Katambwa de UPDF. La libération de ces otages intervient après des patrouilles de combat menées également dans les territoires de Mambasa et Ituri. Le week-end, les forces de la coalition ont annoncé avoir neutralisé 4 combattants ADF et libéré 9 autres otages aux côtés des butées, dont des armes, munitions de guerre et autres équipements militaires récupérés lors des patrouilles de combat organisées à l'est de Biakato et le long des rivières Sampoko et Ituri. Au sujet du protocole d'accord sur les minerais signé entre l'Union européenne et le Rwanda le 9 février 2024, un parlementaire européen appelle la Commission à publier ces documents pour des raisons de transparence, traitant le président rwandais Paul Kagame de voyous. Suivez.
Merci Madame la Commissaire. Depuis des mois, j'attire votre attention sur l'accord qui a été signé, que vous avez signé vous-même, entre le Rwanda et Kagame en février dernier sur les matières premières critiques. La Commission d'ailleurs n'a jamais publié ce texte et peut-être qu'un jour, par transparence, on pourrait avoir ce texte. Vous avez annoncé ce texte comme une garantie de durabilité, de respect des droits humains. La réalité démontre en réalité qu'on s'est engagé aux côtés d'un voyou. 4 mois après la signature de votre accord, qui devait avoir des progrès démocratiques, M. Kagame a été élu, je vous le rappelle, avec un score de 99,18%. On n'a rien trouvé à redire. On devait avoir, paraît-il, des progrès humains. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Au contraire, l'ONU, en juillet, a fait un rapport accablant qui dénonce la responsabilité de M. Kagame dans les massacres au Congo, devant lesquels nous ne faisons rien dans la région du Kivu. Enfin, la transparence. C'était un accord où on garantissait la transparence des matières premières qu'on achetait. Une étude internationale, relayée notamment par le journal français Le Monde, l'un des plus sérieux, a noté que tout cela était totalement faux et que les éléments étaient absolument manipulés. Donc ma question est simple. Est-ce que vous êtes fiers de cet accord? Jusqu'à quand on va continuer? Et enfin, quand est-ce qu'on va le publier? Je pense que c'est la moindre des choses pour des parlementaires que de le connaître. Merci, Monsieur le Président. Les opposants Jean-Claude Vouemba et Franck Diongo créent un incident à Genève. Je cite, un gouvernement des génocideurs. Les Congos ne peuvent pas être membres du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Ils ont déclaré lors des conseils à Genève. Suivez. La ministre, il a dit ici, gardons le silence. Ont-ils fait le deuil national? Le deuil national. 2000 personnes ont été tuées. Hier, on a arrêté un journaliste. On essaie des droits de l'homme. Human Rights Watch peuvent suivre ça. Amnesty International peut suivre ce discours. Un gouvernement de génocidaires. Non, c'est au sérieux. Si tu es complice, excusez-moi. On est à l'ONU. C'est un peuple du pays. Donc, ils sont venus se moquer des Congolais ici. Ils ont tué 2000 personnes en prison. Ils disent qu'ils ne violent pas les droits de l'homme. Le Congo ne peut pas être membre aux Nations Unies pour les droits de l'homme. Jean-Claude Vouemba. Oh, il a un petit chapeau. C'est anormal. Je ne vais pas donner la parole. C'est anormal. Nous sommes quand même les personnes politiques de ce pays, non? Pendant 18 ans, député national, président de l'Assemblée provinciale du Congo central, grand leader du Congo. Puis, soyons sérieux quand même. Il faut respecter les gens. La première ministre a donné des instructions au ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, à l'adolescence de privilégier le dialogue au sujet de certaines divergences qui semblent avoir élu domicile entre son ministère et les conseils supérieurs de la magistrature.
Judith Suminwa le lui a dit dans sa communication au Conseil des ministres tenu le vendredi 6 septembre dernier. Par le biais du ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine Yolande Elebe, qui en a fait le compte rendu à la télévision nationale congolaise RTNC, la chef du gouvernement révèle que ces échanges entre les pouvoirs judiciaires et les exécutifs a pour but de privilégier la cohésion sociale. Je cite, réaffirmant la ferme volonté du gouvernement de mener à terme des réformes à des fins de thérapeutiques initiées dans le secteur de la justice. La première ministre a instruit le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux à mettre à profit le cadre de concertation existant entre son ministère et le Conseil supérieur de la magistrature. À l'effet de favoriser les échanges institutionnels dans un élan de cohésion sociale, a fait savoir Yolande Elebe. Judith Suminwa Tuluka a par ailleurs invité les membres de ce gouvernement à s'abstenir de tomber dans la dérive de la gouvernance à travers les réseaux sociaux qui, selon elle, sont devenus de liés ou des ministres rivalisent dans leur communication. Je cite, la première ministre a attiré l'attention des membres du gouvernement sur la nécessité de veiller à faire toujours une communication coordonnée et cohérente et de s'abstenir de tomber dans la dérive de la gouvernance à travers les réseaux sociaux. Elle recommande aux uns et aux autres de faire preuve de circonspection dans la manière de communiquer, rapporte Yolande Elebe. Plusieurs sources proches de la présidence indiquent que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aussitôt arrivé à provenance de la Chine, a convoqué ce lundi 9 septembre à une réunion du Conseil des ministres extraordinaire à la cité de l'Union africaine. Compte rendu de la première réunion extraordinaire du Conseil des ministres. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé à la Cité de l'Union africaine la première réunion extraordinaire du Conseil des ministres du gouvernement de la République ce lundi 9 septembre 2024. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir, point 1, communication de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Point 2, examen et adoption de textes. Point 1, communication du Président de la République. La communication du Président de la République, chef de l'État, a porté essentiellement sur 3 points, à savoir, 1. De la tentative d'évasion dramatique au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, ex-prison centrale de Makala. Le président de la République a exprimé sa profonde tristesse pour les vies perdues et adressé ses sincères condoléances aux familles des victimes à la suite de la tentative d'évasion d'une gravité extrême au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, ex-prison centrale de Makala, la nuit du 1er au 2 septembre 2024.